Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. Elle reste toujours concentrée sur la crise qui mine notre pays et autour de cette affaire de constitution, évidemment. Le FNDC ne baisse pas les bras, il continue à justement planifier des manifestations, dénoncer les cas de mort qu'il y a eu, mais aussi continuer à alerter sur les velléités du président et de sa suite, de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Évidemment, on l'a dit hier avec Madame la porte-parole des femmes du FNDC, l'enterrement de ceux qui ont été tués est prévu pour justement le jeudi et une marche prévue pour le 26. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ali Ouba, qui est président du modèle Mouvement pour le développement libéral et membre également du FNDC. Avec lui, on va parler justement de ces manifestations planifiées pour les jours à venir, mais aussi de celles qui sont déjà déroulées avec leur cortège de morts. Quel est son regard sur ces cas de tuerie en marge des manifestations? Ali Ouba déjà sur ce plateau. Ali Ouba, bienvenue dans cette émission. Merci et bonjour à vous. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le nom modèle. Si, c'est le mouvement démocratique libéral. Voilà, le mouvement démocratique libéral. Évidemment, avant qu'on ne parle justement de ces manifestations, parlons un tout petit peu de votre parti modèle qui jusqu'à présent, il me semble, n'a pas encore son agrément. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui explique justement cet état de fait? Vous avez commencé par un mouvement, après vous avez demandé à avoir l'agrément. Jusque-là, vous ne l'avez pas. Il semble que c'est Bourema Condé qui bloque. Oui, évidemment, c'est l'administration, à travers le ministère de tutelle, qui bloque pour des raisons politiques, ce qui devait être une procédure administrative simple et normale. En tant que citoyens guinéens, nous avons le droit de nous organiser en parti politique et défendre nos idées, promouvoir notre vision pour le développement de notre pays. Je rappelle que la loi en Guinée permet le multipartisme intégral, ce qui fait que les contraintes auxquelles nous sommes soumis, ce sont des contraintes administratives. À partir du moment où nos dossiers respectent tous les critères, il n'était pas question qu'on ne nous donne pas cet agrément-là. Malheureusement, on a politisé tout en Guinée. C'est en fonction de l'agenda du parti au pouvoir. Ce n'est plus une administration, c'est un appareil qui a été domestiqué justement pour régler des comptes aux acteurs politiques ou à ceux qui ont des opinions contraires à la gouvernance. Donc le modèle en est victime, et ce qui fait que plus d'un an, on est en procédure, c'est normalement une procédure qui ne devait pas aller au-delà de 3 mois. Jusque-là, nous n'avons même pas reçu une notification du ministère de l'administration du territoire pour nous expliquer pourquoi nous n'avons toujours pas notre agrément. Nous avons porté un recours au début de l'année à la Cour suprême qui devait statuer dans un délai très court et déterminé par la loi, ce qui n'a pas encore été fait. Et à ce stade-là, nous sommes en train de préparer un autre recours, mais cette fois-ci au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, qui bien entendu va se pencher sur la question et se déterminer, parce que la Guinée a souscrit à des conventions internationales auxquelles elle doit se soumettre. Donc c'est regrettable en soi, mais le parti continue de grandir parce qu'il n'est privé que de son extrait de naissance. Mais ça ne veut pas dire que les Guinéens ne se reconnaissent pas au parti. Notre vision intéresse nos compatriotes et nous sommes en train d'implanter nos structures. À ce stade, sans agrément, nous sommes mieux implantés que beaucoup de partis politiques. Justement, en parlant de l'implantation du parti, c'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas d'agrément, mais en termes d'assises, un an après, est-ce que le modèle est déjà installé un peu partout, à une assise considérable au point que vous avez des ambitions électorales, notamment à venir? Absolument. Le parti est créé pour participer aux compétitions électorales. Vous savez, les deux façons par lesquelles on peut véritablement impacter la gouvernance dans son pays et mettre en application sa vision, c'est par les responsabilités électives ou nominatives. Alors nous sommes intéressés aux compétitions électorales en tant que parti, ça fait partie de nos vocations. Et pour ça, nous avons Juste un an après, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes... Oui,
évidemment, vous avez nous une sommes base capables aujourd'hui de mesurer notre potentiel parce que nous avons, la dernière fois qu'on a fêté l'anniversaire du parti, on a eu l'occasion de démontrer face à la presse notre niveau d'implantation. Aujourd'hui, nous en sommes à une vingtaine de fédérations sur l'ensemble du territoire national qui sont des fédérations fonctionnelles, c'est-à-dire qui tiennent des réunions, qui établissent des PV, qui font des comptes rendus d'activités qui nous sont remontés. Au niveau international, nous en avons une quinzaine aujourd'hui qui sont aussi fonctionnels auprès de la diaspora guinéenne, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Et ça nous permet de mesurer un peu l'engouement qu'il y a autour ou l'attention que nous suscitons auprès de nos compatriotes pour se dire que lors des consultations, notamment les législatives prochaines, ce potentiel-là, il faut qu'on le capitalise et nous nous apprêtons au niveau interne parce que nous avons un appareil électoral qui est mis en place. Et nous faisons des formations pour les jeunes afin de les outiller sur tous les éléments dont ils ont besoin pour être au service du parti en termes de processus électoral. Et ces programmes de formation se font et au niveau du siège national, mais aussi à l'intérieur du pays où nous avons identifié réellement le potentiel que nous avons. Donc globalement, le modèle se prépare activement pour les prochaines consultations, qu'elles soient les législatives ou les présidentielles. Et nous entendons, bien entendu, être la surprise de ces scrutins. Nous travaillons sereinement sur le terrain, sans faire beaucoup de bruit sur certaines choses, mais c'est une façon pour nous de demander le suffrage de nos compatriotes au moment opportun. C'est vrai que vous ne pourrez mesurer votre capacité d'implantation, le niveau d'adhésion des citoyens à votre parti que à l'occasion des élections. Justement, en parlant d'élections, il y a justement eu récemment un débat autour du premier calendrier que la CENI avait proposé pour le mois de décembre, et puis ça ne tenait plus, le président n'a pas pris l'acte convoquant le corps électoral, et puis la CENI techniquement s'est rendu compte que ce n'était plus tenable. Après, elle propose désormais une nouvelle date, le 16 février 2016, en tant que parti, le modèle. Est-ce que vous approuvez cette fois-ci cette autre date, et puis l'acte pris par le président aussitôt pour donc appeler le corps électoral le 16 février 2020? Mais vous savez, le problème n'est pas au niveau des dates, parce que des dates, on peut en trouver. Il y en a suffisamment dans nos différents calendriers. C'est la faisabilité des dates qui pose problème. Si aujourd'hui, on parle de la date du 16, celle du 28, nous avions, dès après son annonce, nous avions exprimé nos réserves. Et nous avions donné les raisons qui nous amenaient à avoir des réserves par rapport à la faisabilité de la date. Et éventuellement, les choses se sont passées exactement comme ça, parce qu'il y a des préalables à toute élection. Quand on parle de corps électoral, on parle d'un fichier, assaini, un fichier mis à jour. Et il se trouve qu'au regard de la loi, le fichier électoral doit être chaque année mis à jour dans le dernier trimestre de l'année. Mais la loi, elle n'est pas respectée en Guinée. Le régime que nous avons, la gouvernance d'Alpha Condé aussi, est caractérisée par le mépris de la loi. Sinon, le processus électoral, toutes les étapes d'un processus sont indiquées par la loi. Alors, la date du 28 n'a pas été tenue, on en a projeté une pour le 16. À la surprise générale, vous voyez le président de la République prendre un décret qui entérine une proposition, étant donné que le décret ne devait venir qu'après évaluation de toutes les étapes qui sont inscrites dans la loi, auxquelles les institutions, les parties prenantes au processus, y compris les partis politiques, plus les soutiens que nous avons à l'international, les partenaires techniques et financiers, c'est tout le monde qui devait se mettre ensemble pour évaluer le pourcentage d'application de ce que la loi a prévu. Et c'est à ce stade-là, à la satisfaction quasi-générale, qu'on peut se dire, tiens, on est prêt pour aller à ces élections-là. Maintenant, quand le président lui-même s'empresse à prendre un décret, c'est vrai que le temps est limité, mais nous sommes à plus de 100 jours. Oui, mais je veux dire, légalement, ce n'est pas reprochable, non? Oui, il est dans son droit de prendre ce Oui, décret. évidemment, nous ne le nions pas. Politiquement, vous pensez que c'est... Il n'y a pas de polémique sur la légalité, mais il n'y a pas que la légalité. Il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Si techniquement on n'est pas prêt, il ne sert à rien de se conformer à la légalité et se rendre compte que techniquement et politiquement, nous ne sommes pas prêts. Donc à partir du moment où ce sont des élections inclusives et qui prennent en compte les préoccupations des gens, déjà
le fait d'être dans une situation exceptionnelle, en soi, n'honore pas le processus électoral. Parce qu'on aurait dû avoir ces élections-là bien avant aujourd'hui. Justement, maintenant que nous sommes, comme vous l'avez dit, dans une situation exceptionnelle, à commencer d'abord par le fait que le mandat des députés a expiré, en ce moment, est-ce que tout le processus ne peut qu'exceptionnel, c'est-à-dire même le recensement ne doit qu'être exceptionnel. Si traditionnellement, en temps normal, on doit le faire en 3 mois et que la CENI dise, vu l'exception, l'empressement, on le fait en 25 jours, mais à la place d'une machine pour faire un recensement de 3 mois dans un secteur donné, on va mettre 2 machines ou 3 machines. Vous ne pensez pas que c'est faisable? Non, mais pas du tout, parce que si on prend les déclarations, on voit la réalité, on se rend compte qu'il y a un véritable décalage. Le problème n'est pas de dire on le fait parce que c'est exceptionnel. Est-ce que le nombre de jours requis par rapport au dispositif qui a été mis en place à l'appréciation de tout le monde, il faudrait bien que de la transparence soit là. La CENI, pour le moment, ne nous a pas fait un exposé pour dire comment est-ce qu'elle va rendre opérationnel tout ce qu'elle a annoncé. Donc il n'y a pas déjà après, il y a eu la réunion, comment ils appellent ça, la réunion interpartie, je crois. Oui, écoutez, il y a le comité interparti qui est là, mais l'instance qui a quand même permis de faire en sorte que les gens se concertent, c'est le comité de suivi. Malheureusement, celui-ci n'est pas réactivé. Et il se trouve qu'il est tombé en léthargie depuis très longtemps. La dernière fois, les acteurs politiques ont écrit au ministère de l'administration du territoire pour qu'il soit relancé. Jusque-là, on n'a absolument rien. Donc, il n'y a pas de cadre institutionnel de discussion de ces questions-là. Normalement, l'Assemblée nationale pouvait être ce cadre idéal. Malheureusement, il n'y a pas de cadre informel existant aujourd'hui pour discuter de toutes ces questions. Donc, ce qui est grave, c'est quand dans la préparation d'une élection, les uns et les autres ne communiquent pas. Donc du coup, vous avez des incompréhensions qui peuvent survenir. Non pas nécessairement parce que certains sont de mauvaise foi. C'est évident que certains le sont, mais tous ne le sont pas. À partir du moment où il n'y a pas de convergence de vues, il n'y a pas un espace de discussion institutionnel ou informel, ce qui veut dire que nous allons droit au mur. Il ne s'agit pas simplement de tenir une élection. Il s'agit de tenir une élection qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'il ne s'agit pas de nous présenter une mascarade électorale qui ne représente pas le choix de nos compatriotes et espérer demain qu'il n'y ait pas de protestation. On peut anticiper sur une crise post-électorale dont nous n'avons pas besoin à ce stade parce qu'elle risque de s'ajouter à la crise politique, à la crise institutionnelle, à la crise sociale, à la crise économique. Donc c'est un ensemble de problèmes. Donc on ajoute quelque chose à une bombe qui est déjà prête à exploser et après on s'étonne que la Guinée ne se porte pas bien. Alors c'est cette irresponsabilité que nous voulons éviter. Aux élections, d'accord, mais de quelle façon? Quel niveau de préparation? Ça nous préoccupe. Cette date du 16 février 2020, vous pensez qu'elle n'est pas réaliste, elle n'est pas tenable, ou bien vous pensez que pour qu'elle soit légitimée, pour qu'elle inspire confiance auprès de vous, acteurs, la CENI doit faire un exposé de faisabilité? Oui, c'est son devoir. C'est son devoir et elle s'y est engagée parce que le président de la CENI a écrit une correspondance, une notification pour faire savoir qu'il sera assez inclusif et qu'il fera en sorte que chacun soit informé de toutes les étapes du processus. C'est son engagement, c'est son devoir. Et il n'y a pas que nous, les acteurs politiques, qui le réclamons. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui ne sont pas des Guinéens. Malheureusement, notre pays est toujours accompagné de façon quand même pas honorable dans ce processus-là. Même les éléments basiques, nous avons besoin de l'international. Ce n'est pas par orgueil, je le dis, mais à un moment donné, il faut savoir grandir. Nous avons des expériences amères du processus électoral. Il faut qu'en tant que dirigeants guinéens, qu'on puisse avoir de la hauteur pour dire que ça au moins on a pu régler ça par nous-mêmes. Mais nous nous faisons accompagner sur l'ensemble du processus, on se fait traîner comme des écoliers et après vous avez une fierté à 2 balles, hein. Je vois derrière tout ça de l'irresponsabilité et de l'hypocrisie. Malheureusement, ça donne une très mauvaise image de notre pays. Alors si jamais entre-temps le ministre de l'administration du territoire réactivait les travaux du comité de suivi et que vous arrivez à vous rencontrer, que la CENI fasse un exposé sur la faisabilité de ce chronogramme-là, est-ce que le modèle sera prêt à y participer si entre-temps vous avez aussi votre règlement? Parce que là, il faut toujours le rappeler. Tout à fait. Ben, on verra bien, on verra bien. En attendant, on ne peut pas se prononcer sur des hypothèses, sur des suppositions. Si tel est le cas, en fonction des éléments d'appréciation qu'on aura, et on se déterminera. Mais il faut savoir, a priori, par principe, le modèle est fait pour participer aux élections et par vocation, nous sommes intéressés. Et les législatives prochaines nous intéressent, les présidentielles nous intéressent. Maintenant, dans quelles conditions
conditions tout cela sera organisé, le moment opportun, je pense que le parti appréciera la réalité telle qu'elle est. Et je reviens un peu là-dessus, hein. Si cette date du 16 février est maintenue, et que bon, tout le monde est d'accord là-dessus, et que le modèle, entre-temps, n'a pas son agrément, comment est-ce que vous allez faire pour présenter les candidats? Mais écoutez, vous savez, nous sommes dans une logique d'optimisme, parce que nous savons que nous avons le droit de notre côté, nous avons réuni toutes les conditions. Je vous ai dit que nous engageons une procédure au-delà de la Guinée, qui va s'imposer à la Guinée quand une décision sera prise. Nous restons confiants en attendant. Vous espérez avoir l'agrément d'ici là? Oui, tout à fait. Bien. Et vous-même, vous serez candidat sûrement pour la députation? Oui, je suis candidat à la candidature, donc ça veut dire que je suis intéressé. Il restera au parti de déterminer qui est-ce qui sera candidat, de quelle façon. Parce que vous savez, nous avons deux modes de scrutin pour les législatives. Nous avons les candidats uninominaux et les candidats sur les listes nationales à la proportionnelle. Comment tout ça va se faire, le moment opportun, le parti se déterminera. Mais en tant que premier responsable de l'organe provisoire de direction, une fois l'agrément obtenu, nous passerons d'abord au Congrès. Et c'est à l'issue du Congrès que le parti aura les instances qu'il faut, des disposants d'un mandat précis, et quand les élections vont arriver, bien entendu, le parti se déterminera de quelle façon les candidatures seront présentées, et je suis intéressé, bien entendu, à représenter le parti à l'Assemblée nationale ou défendre le parti à l'occasion des consultations électorales pour les présidentielles prochaines. Bien. On verra bien justement d'ici là ce qui va se passer, et puis on aura d'autres occasions pour revenir davantage sur la vie de ce parti modèle, un parti jeune mais qui semble être très vivant sur le terrain et très ambitieux. D'ailleurs, nous reviendrons sur la vie de ce parti, comment il est composé, comment il fonctionne sur le terrain pratiquement. Maintenant, le temps pour nous de parler de ce dernier sujet de cette première partie d'émission. Je rappelle que dans la seconde partie de Café Débat, je recevrai Mamadou Biloba. Il est le chargé des opérations du FNDC. Il viendra nous parler des futures manifs qui sont planifiés. Et justement, en parlant de manifestations, j'en parle avec Ali Ouba, puisque le parti modèle est membre actif du FNDC. Et donc, les manifestations passées et à venir du FNDC, votre regard sur tout ça. On sait que déjà à partir du 14, n'est-ce pas, si je ne me trompe, vous n'étiez pas là. Oui, avant le 14. À un moment donné, les gens ont commencé à se demander, mais où est Aliou? À un moment donné, il parle beaucoup, mais on ne le voit plus sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui s'était passé, ce qui a fait que vous n'étiez pas là lors des premières manifestations du FNDC, alors que le modèle est membre actif du FNDC? Tout à fait. D'abord, je précise que le modèle était bien présent au-delà de ma personne. Bien entendu, c'est une institution qui, à travers ses structures, participe activement aux activités du FNDC. Et personnellement, j'ai quitté la Guinée à la fin du mois de septembre parce que, comme toujours, je me déplace beaucoup pour des raisons professionnelles et aussi pour des raisons de calendrier de formation. Tout le monde sait que je suis lauréat de quelques programmes internationaux avec des organismes et des pays qui accompagnent ma carrière, qui, en termes de renforcement de capacité, m'amènent souvent. Je suis jeune, j'ai 35 ans, donc j'ai envie encore de me construire, donc qui m'amènent à participer à des activités de formation, que ce soit dans des colloques, des conférences, des séminaires, des programmes classiques de ce type en Europe, en Amérique du Nord, et aussi avec nos structures à l'étranger pour mener des activités. Donc j'ai quitté la Guinée au début du mois d'octobre, pour être précis, bien avant la fixation de la première date de la manifestation du 14, et nos amis, nos collègues du FNDC en étaient suffisamment informés, ainsi que les responsables du parti. Même étant physiquement à l'extérieur, j'ai toujours participé à toutes les activités du FNDC. Je suis dans le comité de pilotage et dans toutes les instances, nous avons le parti qui est représenté à plusieurs niveaux. Bien. Donc c'est ce qui expliquait mon absence. Après, que les gens se posent des questions, c'est normal. Ça prouve que notre contribution est remarquée. D'ailleurs, ça fait la même chose pour Faya aussi. C'est très important. Oui, tout à fait. Qui était aux États-Unis pour des raisons sociales. Ouais. Ça aussi, je l'ai vu. Donc, le travail qu'on fait, le terrain, il est vaste, puisque au-delà de la Guinée, il y a encore
des amis de la Guinée qui sont préoccupés par ce qui se passe ici. Donc, aller faire des démarches auprès de ces institutions pour le besoin de la cause, c'est aussi contribuer à cela, et c'est ce que nous faisons. Qu'on soit physiquement là ou pas, l'état d'esprit reste le même, la solidarité reste la même, la contribution reste la même, et nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de faire. Je parlais de votre regard sur les manifestations passées du FNDC en termes de tueries qu'on a eu constatées, enregistrées en marge de ces manifestations. D'abord celle du 14, 15, 16, même si vous n'étiez pas là, vous avez les échos. En une journée seulement, on avait quoi, 7 morts. Après, il y en a eu jusqu'à 11 morts. Leur enterrement a donc encore accouché d'autres morts. Et puis, vous avez celle du 14 passé, à laquelle vous avez personnellement participé. Finalement, il y a eu aussi des morts. Tout à fait. Alors, quel regard sur ces manifs? Déjà, au départ, elle n'était pas autorisée, il y a eu des morts. En fin de compte, il y en a qui sont autorisés, mais malgré quand même, il y a des morts. D'abord, les morts, on ne les répertorie pas que dans les manifestations. Il faut rappeler qu'il y a des gens qui sont tués dans leur domicile. Il y a des gens qui sont tués pendant qu'ils sont en train de se présenter les condoléances par rapport à des morts de la veille. Il y a des gens qui sont assiégés dans leur quartier. Il y a des cimetières qui sont attaqués. Il y a des cortèges funèbres qui sont attaqués. Donc ça ne se résume pas aux manifestations. Globalement, la Guinée se déshumanise. Avec le régime d'Alpha Condé, nous n'avons pas perdu que nos repères économiques ou nos repères de développement. Nous avons perdu nos repères sociaux, nos repères humains. Il se trouve que nous, dans notre société, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos croyances ou nos valeurs traditionnelles, les morts sont à respecter. Il y a un mythe autour des morts. Alors si on a une gouvernance qui ne se gêne pas de démystifier cela, de déshumaniser notre société, ça va au-delà des questions politiques. Alors qu'on continue de compter les morts, on n'a jamais une enquête, et quand le président de la République s'exprime, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui ne se soucie plus des valeurs humaines qui sont les nôtres. Alors le fait de dire que c'est entre manifestants ou que c'est tel qui a tiré, il n'est pas de sa responsabilité de tenir un tel langage. Son rôle en tant que premier magistrat du pays, garant du bon fonctionnement des institutions, c'est de veiller à la vie de chaque Guinéen parce qu'elle est sacrée au regard de la Constitution. Ce n'est pas de dire que tel est responsable ou tel autre. Il n'a pas à faire des suppositions ou des affirmations formelles sur des cas de tuerie où son devoir, c'est d'amener à ce qu'on ait de la lumière, et il appartient que c'est à la justice. Alpha Condé ne se comporte pas en chef d'État. Pas du tout. En père de la nation. Pas du tout. Ce n'est pas, moi, je ne me reconnais pas en tant que citoyen dans ce type de discours, parce que le président de la République est censé être le président de tous les Guinéens. Alpha Condé ne l'est pas, il ne l'a pas été. Bien. Il ne s'est pas débarrassé de son manteau de militant politique. Il n'honore pas la fonction de chef d'État qui est la sienne. Quand on est président de la République, il y a un langage à tenir, il y a un comportement à adopter, ça impose une façon de faire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le fait de dédouaner tout le temps les forces de l'ordre ou d'engager la responsabilité telle, ce n'est pas de son rôle. Son rôle, c'est de veiller à ce que la justice fasse son travail. Il ne se base sur aucune décision de justice pour tenir ses propos. Il ne se base sur aucun résultat d'enquête pour tenir ses propos. Donc, c'est comme ça des discours populistes, tout en encore augmenté dans la douleur des gens. On a déjà des victimes pour lesquelles le gouvernement n'exprime aucune compassion. Vous n'entendez pas le gouvernement publier des communiqués pour exprimer de la compassion, c'est de l'hypocrisie pour envoyer dans les familles. Oui, mais de façon très hypocrite. Ces familles ne demandent pas cela. Ils ne demandent pas ce spectacle. Ils demandent à ce qu'on agisse pour que ça s'arrête. On ne peut pas continuer de cette façon. Notre société, la Guinée aujourd'hui, est vue comme étant une destination à ne pas encourager, un pays à éviter, parce qu'on ne respecte plus rien dans ce pays-là. Alors oui, c'est regrettable tous ces cas de mort, mais en même temps, l'expérience personnelle que vous avez vécue, c'était le 14. C'était autorisé, mais malheureusement, il y a eu des morts parce que vous ne vous êtes pas entendu sur l'itinéraire. Comment vous avez vécu cette journée? D'ailleurs, les gens s'amusent à mettre deux photos de vous sur la toile, l'une où vous êtes trop chaud le matin, et puis l'autre où vous avez les larmes qui coulent, sous l'effet du gaz lacrymogène sur l'autoroute. Comment vous avez vécu cette journée? Naturellement que je suis un humain, je ne suis pas un robot. Donc je suis sensible à l'effet. Je ne suis pas créé pour supporter ces genres de choses, l'effet du gaz lacrymogène. Mais c'est rien au regard de nos compatriotes qui reçoivent des balles. Je dirais que ça s'est passé dans des conditions
assez horrible. Est-ce que vous étiez obligé de tenir à l'itinéraire de la mais ligne, écoutez, le de la problème ligne n'est pas, droite, le problème de la n'est ligne pas, droite jusqu'à la... le problème n'est pas l'itinéraire, parce que je vais vous décrire la scène rapidement, puisque vous étiez là, vos reporters étaient là. Et on a fait un trajet long dans des conditions assez conviviales, et nous sommes arrivés juste après l'aéroport sur l'autoroute. Nous étions à environ 2 km du point de jonction où on devait changer d'itinéraire ou se maintenir au même endroit. Et je rappelle que l'itinéraire qu'on a prévu, les courriers qui ont été envoyés, nous sommes allés au-delà de 48 heures. C'est la veille, la nuit, que le gouverneur a publié un communiqué. Ça, c'est irresponsable. Changeant l'itinéraire où nous demandait d'agir. Et ce n'est pas le comportement responsable d'un État, d'une autorité. Parce qu'on a un délai qui est limité et le silence des autorités vaut autorisation implicite. Nous nous sommes engagés dans la rue, nous exercions un droit constitutionnel, c'est celui d'exprimer notre opinion, mais comment se fait-il qu'on nous refuse un itinéraire qui a été utilisé il y a quelques jours de ça par d'autres Guinéens pour faire de la propagande? Et c'est eux qui sont dans la forfaiture. C'est eux qui ne respectent pas la loi. Parce que le changement de constitution en Guinée est un projet illégal. C'est un projet de putsch constitutionnel. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés. Ils ont vu l'ampleur de la mobilisation. Comme d'habitude, sans état d'âme, sans aucune moralité, ils sont venus vers nous. Nous étions les leaders presque au même endroit, les mêmes véhicules, Sidia Touré, Selou Dalin, Ousmane Kaba, moi-même et tous les autres, nous étions tous au même endroit. Et on a vu les forces de l'ordre venir nous agresser. Ce n'est pas nous qui sont venus les agresser. Ils sont venus le faire délibérément. Pourtant, on dit que vos jeunes qui étaient devant, sous forme de flèches, ont été les premiers à jeter des... Ils ne peuvent pas le prouver. Ils ne peuvent pas le prouver. De toutes les façons, en Guinée, le mensonge d'État est institutionnel. C'est l'État qui ment toujours. Tous les comptes rendus des médias publics sont des comptes rendus basés sur le mensonge. Donc en conclusion, ça aussi c'était planifié. Donc, absolument que c'était planifié. Cette violence, ils sont venus nous lancer des gaz lacrymogènes sur nos véhicules, disperser les gens. Évidemment, ça s'éparpille dans la nature. Donc, chacun de nous a inhalé en quantité. Bien. Et nous ne sommes pas, je le dis encore, des robots. Donc, pas insensibles à cela. Cela nous a affectés. Et c'est pourquoi j'ai tenu d'ailleurs à ce que cette image soit montrée pour que chacun voit. Et je ne suis pas le seul. J'ai vu des journalistes, vos collègues, qui s'écroulent devant moi. Et j'en ai aidé beaucoup. Ils en ont témoigné. Nous avons pu quand même maintenir certains dans la sérénité. Les jeunes du quartier ont eu... ce courage de nous accueillir dans leur domicile, de nous protéger le temps que la situation se calme, afin que nos services de sécurité trouvent des issues pour qu'on rentre à nos domiciles. Mais encore une fois, c'est regrettable tout ça, parce que ça montre une certaine lâcheté. Il n'y a rien à appliquer de la violence face à des gens qui sont désarmés, qui n'ont que leur expression verbale pour dire leur opinion. Il n'y a pas de gloire à un État à tuer ses enfants. Il n'y a pas de gloire à réprimer ses fils. Absolument, c'est déshonorant pour la Guinée et c'est l'autorité de l'État qui se comporte comme ça. Franchement, ça ne fait pas honneur à la gouvernance. Il y a eu 3 morts ce jour-là, mais malheureusement, on dit qu'on est venu les tuer sur l'axe, alors que les manifs se passaient de l'autre côté. Je ne sais pas si ça aussi vous pensez que c'est du ciblage. Oui, et puis après, vos manifestants auraient donc expressément mis le feu à ce bien public qui est le bus. Mettez ça en hypothèse, parce que si vous êtes formel, c'est comme si... C'est ce qu'ils ont rapporté. Voilà, justement. Voilà, vos manifestants auraient mis le feu expressement, et puis ils ont caillassé d'autres bus, notamment 4, et puis ils ont brûlé un. Voilà, ces 2 situations. Qu'est-ce que vous en dites en 30 secondes? C'est ce mensonge que l'État a voulu faire passer. Nous n'avons aucun intérêt à brûler aucun bus. La manifestation du 7, il y a eu combien de millions de Guinéens dans les rues? À chaque fois qu'on ne voit pas l'État, tout le monde est tranquille, il ne se passe aucun problème. En Guinée, c'est l'État qui est le problème. Les représentants de l'État, dès que la police et la gendarmerie se pointent dans la rue, automatiquement il y a des problèmes. Ça veut dire que c'est l'État qui a des problèmes. Sinon les manifestants sont pacifiques. Il n'y a absolument pas de violence à notre niveau. Maintenant le ciblage de la commune, ça ce n'est plus un mystère, ce n'est plus un secret. Même s'il y a une manifestation à Kaloum, les gens après ils reviennent, ils règlent des comptes aux gens et ça se passe souvent dans les domiciles. Aujourd'hui la commune de Ratoma, elle est stigmatisée. Et vous avez entendu des députés irresponsables qui vous tiennent des propos ethniques pour lesquels ils doivent aller en prison, mais malheureusement, ils ont la garantie de l'impunité. Pourquoi? Parce que c'est cette orientation que Alpha Condé a voulu. Mais cette fois-ci, il est en retard. Les Guinéens ont compris que sa logique de 3 contre 1, dresser les communautés les unes contre les autres, l'ethnostratégie, il est assez vieux pour ne pas comprendre
que la réalité est en train de l'échapper, ses courtisans sont en train de lui faire croire que c'est encore possible. Il est face à un peuple de Guinée, ensemble, face à un petit clan oligarchique, composé d'imposteurs et des gens qui veulent encore prendre la Guinée en otage. Ils sont en déroute, qu'ils comprennent que ça ne marchera plus, même si ça avait marché avant. Cette fois-ci, c'est le peuple de Guinée tout entier qui se dresse de façon consciente et ambitieuse contre un projet de forfaiture qui risque de plonger la Guinée dans une nouvelle dictature, et ça ne se fera pas. 2020, c'est une année charnière et c'est l'aboutissement de son combat politique qu'ils le comprennent. Et au-delà de 2020, un autre Guinéen va gouverner, et c'est celui-là c'est le peuple de Guinée qui choisira son successeur, c'est pas lui. Sauf qu'Alpha Condé dit qu'il ne remettra pas la Guinée entre les mains des bandits du passé. Maintenant, c'est pas à lui, c'est pas à lui de décider. Savoir qu'est-ce qu'il appelle bandit. Ouais, mais écoutez, il peut, en voyant autour de lui, il peut facilement définir le mot, parce que moi j'ai dit qu'Alpha Condé s'adresse à son entourage et à sa gouvernance. Le banditisme d'État, c'est lui qui l'a fait ici. C'est l'État qui se comporte mal, c'est l'État qui est violent, c'est l'État qui réprime, c'est l'État qui refuse de rendre justice, c'est l'État qui fait de la corruption à grande échelle, c'est l'État qui fait de la répression, c'est l'État qui déshumanise, c'est l'État qui tire sur des enfants comme un vampire, c'est l'État qui tire sur des cimetières. Donc Alpha Condé n'a plus le profil qu'il faut pour juger de la moralité d'un Guinéen. Au-delà de ça, en démocratie, tout ce qu'il peut faire, c'est de voter en faveur de son candidat en 2020. Au-delà de ça, il ne peut pas décider de qui va gouverner la Guinée demain. C'est le peuple de Guinée qui va le faire. Qui le décide. Et puis, alors, pour terminer, malgré ces cas de tuerie, ce sera 7 jeunes gens, 7 personnes qui vont être encore enterrées le jeudi. Malgré ça, vous projetez d'autres marches, notamment le 26. Pourquoi? Est-ce que vous allez changer de stratégie? Malgré que vous savez qu'il peut y avoir des tueries, vous quand même vous projetez des manifs. C'est les tueurs qui doivent se reprocher. Ce n'est pas nous qui sommes les légalistes. Il y a des tueries, on souhaite que ça s'arrête. On souhaite qu'ils prennent conscience, mais c'est eux qui ont un problème de conscience. C'est eux qui ont des problèmes auront des problèmes avec la justice demain. C'est eux qui auront des problèmes avec leur créateur, parce qu'ils sont des mortels, ils ne sont pas des éternels. Ils ont de la famille, ils ont une âme que Dieu va leur enlever un jour. Ils l'ont fait pour des familles qui pleurent aujourd'hui, mais évidemment qu'on peut échapper à la justice des hommes, mais on ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Il y a des gens qui ont été plus puissants qu'eux hier. On sait ce qu'ils sont aujourd'hui. On sait ce que leurs familles sont aujourd'hui. C'est évident que la logique humaine, la logique de la vie, on ne peut pas y échapper. Donc, s'il y a des gens qui doivent se reprocher, arrêter quelque chose, c'est ceux qui tuent nos compatriotes, qui sont désarmés, qui sont pacifistes. Je vous dis encore, c'est de la lâcheté de tirer sur des enfants qui ne tiennent aucune arme, qui ne peut pas vous faire front. Ça n'honore pas un pays. Le 26, nous serons dans les rues. Le 27, le même itinéraire. Écoutez, l'itinéraire n'a pas encore été défini, parce que nous nous retrouverons au sein du comité de pilotage pour le faire. Mais le principe des manifestations reste maintenu. Nous n'entendons pas renoncer à ce que la Constitution nous donne comme droit. Et le modèle est toujours engagé dans cette lutte. Absolument. Merci Aliou et à très bientôt. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà, donc c'est l'heure de la pause thé. Tout de suite, on se retrouve dans la deuxième partie pour 10 minutes chrono avec Mamadou Biloba pour parler effectivement de la planification de la journée d'enterrement de ces 7 morts, si je ne me trompe sur le chiffre, et puis de la marche du 26 mardi à venir. A tout de suite. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, je suis rejoint ici sur ce plateau par Mamadou Biloba, chargé des opérations adjoints du FNDC. Évidemment, avec lui, nous parlons des 2 principales actions en vue, notamment l'enterrement du jeudi et la marche du 26. Bienvenue, Bilo, dans cette émission. Merci, mon cher Ouri. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission de très grande écoute et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci, merci beaucoup. Évidemment, avant qu'on ne parle de ces 2 journées, d'abord, hier, vous avez fait une réunion hier, donc le FNDC s'est retrouvé. Quels étaient donc les sujets au menu? Est-ce qu'il s'agissait de tirer les leçons, notamment de la dernière manif qui a été caractérisée par des tueries? Et puis, de quoi s'est-il agi? Participant à ma toute première émission au compte de Café Débat, c'est une réelle opportunité pour moi de profiter de l'occasion pour non seulement parler du FNDC
de façon générale, parce que ce serait une occasion pour nous de faire en sorte que le sujet du débat ne soit pas détourné. C'est extrêmement important, parce que plus le débat évolue, plus on se rend compte qu'il y a des questions subsidiaires sur lesquelles nous sommes en train de nous focaliser et qui aurait un impact très très négatif sur la compréhension de nos millions d'auditeurs, de nos sympathisants, de nos membres de façon générale. Nous sommes dans un pays avec un président qui n'est rien d'autre que le fruit d'une lutte sociopolitique en République de Guinée. Ce président-là nous a vendu le rêve d'un État de droit, d'un État démocratique. Après 9 ans de mandature, on suppose que c'est quelqu'un qui va vers la fin de sa mandature et qui doit passer la main à quelqu'un d'autre pour respecter le principe fondamental de la démocratie qui consiste à promouvoir l'alternance démocratique. Vers la fin de sa mandature, on entend parler de changement de la Constitution pour ouvrir la voie à un 3e mandat ou un premier mandat d'une nouvelle république. Nous, jeunes de la société civile, nous avons estimé que c'est un recul démocratique, parce que si nous avons un président civil démocratiquement élu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des jeunes qui se sont battus dans l'évolution socio-politique de notre pays depuis 2009 jusqu'à nos jours. C'est ce qui a fait qu'on a eu ce président démocratiquement élu. Maintenant, ce président avec ce qui se dessine, cet espoir-là est déçu. Ce espoir est en train. En fait, il nous a vendu un rêve et il nous a promis le renouveau. Et le seul héritage qu'on peut espérer du professeur Alpha Condé, en plus de tout ce qu'il a comme bilan, c'est cet héritage démocratique-là. Faire en sorte que, après le départ des militaires au pouvoir, après les mandats à vie, que lui, il vienne et après sa mandature, qu'il quitte le pouvoir et qu'il le cède à un autre Guinéen qui pourrait vraiment conduire l'avenir de ce pays-là à un lendemain meilleur. Donc, nous avons mis en place cette initiative-là, cette dynamique-là pour lutter pour la liberté, lutter pour un état de démocratie, lutter pour un état de droit. Bien. Donc voici en gros la motivation principale qui nous a amené à nous engager dans cette lutte-là. Et c'est ce qui a occasionné toutes les conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement, toute la tension que vous avez connue actuellement, toutes les crises sociopolitiques que vous avez connues actuellement, qui nous a détournés de l'objectif principal de tout un peuple qui consiste à aspirer vers le développement socio-économique. Maintenant, après avoir mis en place cette dynamique-là, nous avons constaté que le président de la République tient vaille que vaille à aller vers cette 3e mandature, chose à laquelle nous sommes farouchement opposés et que nous sommes vraiment déterminés à faire en sorte de lui barrer la route. Maintenant, entre autres conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est l'enterrement des cérémonies funèbres pour enterrer des jeunes citoyens actifs qui se sont exprimés pour protester contre le changement de la Constitution, alors qu'il y a d'autres Guinéens qui sont en train de faire la promotion de cette même Constitution sans qu'ils ne soient inquiétés. Nous connaissons des jeunes qui tombent sous les balles de nos forces de défense et de sécurité sans qu'il n'y ait d'enquête, où on parle d'enquête, d'ouverture d'enquête et que ces enquêtes ne soient jamais fermées. Nous vivons actuellement comme conséquence des citoyens qui sont en prison, qui sont incarcérés en prison, d'autres sont dans des démêlés judiciaires pour avoir simplement exprimé leur opposition. Notamment nous connaissons aussi également le coordinateur du FNDC, M. Sanou, Koundounou, Ibrahim Diallo, Bill Dessam, pour ne citer que ceux-là. Alors, pour revenir un peu plus à l'actualité, aujourd'hui, parlant d'enterrement, évidemment, je suppose que vous n'avez pas suffisamment de temps, évidemment. Mais vous oubliez une chose, vous oubliez un aspect. Très souvent, lorsque vous nous faites appel, nous participons à vos émissions, nous nous faisons qu'à nous en tenir exclusivement à vos questions, sans prendre le temps, sans d'éclairer la lanterne de vos auditeurs, qui nous permettrait de faire en sorte qu'il y ait plus d'adhésion à cette cause qui est noble et qui engage l'avenir de notre nation. L'historique, le rappel de l'historique, c'est vraiment important. Je pense que vous en avez profité pour rappeler. Alors, pour revenir à l'actualité, hier, il s'est agi de quoi? Et puis après, on revient maintenant à la journée d'enterrement. Comme vous le savez, généralement, d'abord, nous sommes une dynamique très très bien structurée. Nous avons un comité de pilotage, une coordination nationale et des antennes. Et pour que nous engagions une
quelconque action, nous prenons le soin de nous concerter à l'interne et planifier tout avant de mettre ça sur la place publique. C'est ainsi qu'après les réunions des antennes, du comité de pilotage, nous nous sommes retrouvés en plénière des leaders du Front National pour la défense de la Constitution, pour non seulement faire le bilan de toutes les activités qu'on a eu à mener depuis le lancement officiel de nos séries de protestations sur toute l'étendue du territoire national qui a commencé le 14 octobre et jusqu'à la date du 14 novembre, donc un mois jour pour jour. Donc c'était de faire ce bilan-là et ressortir les forces et les faiblesses des actions qu'on a eu à mener et se projeter dans l'avenir pour préparer les actions futures. Donc voici en gros la motivation principale d'organiser une telle réunion à ce moment précis. Donc entre autres actions qui ont été retenues, comme vous le savez déjà, il y a déjà 7 jeunes qui sont couchés, des corps qui sont couchés à l'hôpital Ignace Dine, à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, qui ont été victimes d'assassinat, et 3 au moment, le jour de la marche funèbre du lundi 4 novembre, et les 4 autres lors de notre dernière manifestation, et certains d'entre eux ont été tués au lendemain de la manifestation alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école. Donc avant de projeter une quelconque manifestation, nous avons estimé qu'il fallait donner priorité à l'enterrement de ces corps-là parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse leur offrir, les honorer, et lorsqu'il y aura un état de droit dans ce pays, qu'on puisse leur reconnaître cela. Donc nous avons planifié donc l'organisation de la marche funèbre le jeudi 21 novembre 2019. Après cette étape, nous avons projeté l'organisation d'une manifestation sur toute l'étendue du territoire le mardi 26 novembre 2019. Et nous avons pris le soin. Et on prend les journalistes, les médias en témoin. On a pris plus d'une semaine. C'est-à-dire depuis hier, nous avons déposé le courrier. Donc le compte à rebours a commencé. Nous avons, selon les textes de loi, on ne peut pas défendre une constitution et ne pas la respecter. Le code pénal nous demande de déposer un courrier d'information pour informer toutes les municipalités concernées par notre itinéraire et que s'ils ont des réserves, qu'ils nous reviennent 48 heures après la réception du courrier. Donc hier, nous avons hier lundi, mardi, au plus tard mercredi, ils doivent nous répondre. Mais ils ont pris la mauvaise habitude d'attendre jusqu'à la veille. Ils vont attendre jusqu'au lundi, à la veille de notre manifestation, pour nous faire appel. Et lorsqu'on refuse, ils vont utiliser ça contre nous pour dire qu'on n'est pas légaliste, qu'on s'oppose aux autorités, etc. Alors qu'on doit appliquer les textes de loi et non se soumettre à une quelconque autorité. Donc pour la marche du 26, vous avez déjà déposé les lettres d'information hier. Hier. Donc le délai de 48 heures, c'est aujourd'hui. Disons hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Au plus tard aujourd'hui. Donc, alors, dans la même lettre, l'itinéraire que vous voulez. Oui, l'itinéraire est mentionné, toutes les informations s'y trouvent. Voilà. Donc, si jamais ils ne répondent pas comme la dernière fois, vous tiendrez à votre itinéraire initial. Bien sûr. Comme vous avez voulu le faire la dernière fois. Parce qu'on est en train de mener la lutte pour faire en sorte que les textes de loi sont respectés. Et ce sera quoi l'itinéraire? D'abord, la marche funèbre, elle va se branler comment? Elle va se passer comment? Vous allez chercher les corps à Ignace Dine et venir à Bambeto? Il est prévu qu'on aille chercher les corps le jeudi au niveau de la morgue du CHU de Ignace Dine pour les amener au niveau du cimetière de Cameroun pour les enterrer. Parce qu'on suppose que ce sont des Guinéens qui sont tombés et qu'on ne peut ni ne refuser un hôpital, ni ne refuser une mosquée. Donc ce ne sera pas cette fois-ci le cimetière de Bambeto? Nous comptons les enterrer au niveau du cimetière de Cameroun. Bien. Parce que c'est un cimetière qui appartient à tous les Guinéens. Et puis, la marche du 26 maintenant, elle va être comment? Le même itinéraire? Comme vous le savez déjà, c'est pratiquement la seule arme, c'est le seul moyen de recours que nous avons pour nous opposer à cette domination qui se prépare, à cette imposition de la dictature dans ce pays-là. C'est de manifester conformément à l'article 10 de la Constitution qui nous le confère. Donc nous allons organiser des marches de protestation tant que le président de la République ne va pas renoncer à ce projet-là, tant que nos camarades qui sont en prison ne sont pas libérés et tant qu'il n'y a pas de justice pour
les morts, les citoyens guinéens qui sont tombés sous les balles de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est ainsi qu'on a envoyé encore une lettre. Et très souvent, lorsqu'on se retrouve, nous tirons les leçons, nous cherchons à améliorer les limites. Au départ, nous étions à 1000 jeunes qui se chargeaient d'assurer entre griffes la sécurité, sans quoi nous les appelons des observateurs. Ils nous remontent non seulement des images, ils font en sorte d'encadrer les manifestants, ils font de telle sorte qu'il y ait respect scrupuleux du guide du marcheur qu'on a eu à élaborer pour montrer combien de fois on est professionnel et que ce que nous faisons c'est pour le bien du peuple de Guinée et ce n'est contre personne. Bien. Donc nous avons travaillé sur la mobilisation de ces jeunes-là et de 1000 volontaires. Actuellement nous sommes à près de 2000 jeunes qui se sont engagés à couvrir cette marche-là. Et en plus de ça, nous cherchons à faire en sorte qu'au lieu qu'on ait 2 drones, nous allons vers 3 drones parce que chaque drone peut couvrir ne serait-ce que 7 km. Bien. Donc nous aurons 21 km qui seraient couverts par ces 3 drones. Et ça nous permet d'avoir les images. C'est ce qui fait que d'ailleurs, lorsqu'on a parlé de l'incendie d'un bus par les marcheurs, alors que c'est lors de la débandade, au moment où la route était pratiquement dégagée et que les marcheurs ont fui, c'est en ce moment que le bus là a pris feu. Donc, comment se fait-il que dans la débandade, qu'il y ait des marcheurs qui puissent prendre le temps et que l'un d'entre eux portait ce bidon de 20 litres depuis l'aéroport de Conakry jusqu'au niveau de là où on a trouvé le bus et l'allumer sans que quelqu'un ne s'y oppose, sans s'en aperçoive d'ailleurs. Donc c'est une manière de dire qu'il voulait vraiment canaliser, détourner les gens sur l'essentiel et les orienter vers un bus, mais le peuple souverain de Guinée, le peuple conscient et vigilant de Guinée a compris cette manœuvre machiavélique et l'a dénoncée à travers les réseaux sociaux, à travers les interventions dans les médias. L'itinéraire, ce sera quoi? L'itinéraire, ce sera la tannerie, au rond-point de la tannerie pour le palais du peuple. Je n'ai pas dit le palais Sékou-Touré, je n'ai pas dit la maison privée du président de la République, j'ai dit le palais du peuple souverain de Guinée, construit par le feu Ahmed Sékou Touré. Donc vous allez pratiquer le même itinéraire qui vous a été interdit la dernière fois, c'est ça? Ils n'ont aucun droit de nous interdire. Non, je rappelle, ils ont interdit. Vous voulez pratiquer le même itinéraire? Ils n'ont aucun droit de nous interdire un itinéraire. Bien. À partir du moment où on a pris le soin, en se conformant au texte de loi du pays, pour les informer qu'on veut marcher sur cet itinéraire-là. S'ils ont des réserves, ils n'ont qu'à nous les remonter maintenant avant que ce ne soit trop tard. En parlant de réserve d'ailleurs, justement, c'est à partir d'hier que le FNDC a déposé sa lettre d'information concernant la marche du mardi prochain sur l'itinéraire, celui-là même qui leur a été refusé le 14. Donc, légalement, les autorités ont jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr, pour leur répondre. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas encore reçu la réponse. C'est pourquoi il n'en parle pas sur ce plateau. Peut-être que dans la soirée, jusqu'à demain, on verra quelle réponse les autorités auront donné. Ou s'il n'y aura pas de réponse, ce qui serait donc une sorte d'autorisation tacite de cet itinéraire. En 30 secondes, dernier mot. Je rappelle déjà qu'on a reçu un appel du gouvernorat nous demandant si nous avons envoyé quelqu'un pour retirer le courrier au niveau de la mairie de Matoto, qu'ils ont appris qu'on était parti reprendre le courrier parce qu'il y a eu un changement de programme. Je les rappelle qu'il n'y a pas eu d'émissaire venant du FNDC pour réclamer un quelconque courrier. Il n'y a pas eu changement de programme. Il n'y a pas eu de changement de programme pour l'instant. Je termine par dire quoi? La lutte que nous menons, c'est pour le mieux-être et le bien-être du peuple souverain de Guinée. On aurait pu se récorquiller sur notre confort personnel et rester indifférent face aux dangers qui guettent le peuple souverain de Guinée. Mais nous avons estimé qu'étant de cette génération, de cette époque, nous avons la noble mission de faire en sorte que la Guinée atteigne l'état de droit, la démocratie, la liberté, pour éviter que la liberté ne saigne dans un régime dirigé par un professeur de droit. Bien. Donc j'invite le peuple souverain de Guinée à rejoindre le Front national pour la défense de la Constitution et de ne jamais abdiquer tant que nos revendications nobles, qui sont pour le bien de ce peuple-là, ne sont pas satisfaits. Bien. Merci Bilo, et à très bientôt. Merci d'être passé. Merci. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.